Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Jean-Pierre Cioni du groupe Vive. Je suis responsable d'un programme de plateformisation, plus exactement de plateforme digitale. Je vais échanger avec vous autour de plusieurs concepts, tout un retour d'expérience que l'on a eu depuis 3-4 ans autour de l'agilité que nous avons mis en œuvre dans le cadre de ce programme et également de la valeur produit et de tout le cheminement que l'on fait entre la genèse jusqu'à ce que l'on est aujourd'hui. Donc je considère qu'on est encore dans une phase de croissance, voire même sur certains sujets de démarrage, donc on va être humble sur ce sujet. Mais je voulais déjà partager avec vous quelques éléments autour de ces sujets. Bien sûr, tout ceci dans un contexte de groupe en pleine transformation, et notamment de transformation digitale. Donc dans un premier temps, je suis ravi vraiment d'être avec vous. C'est grâce aussi à nos sponsors. Et donc merci également à toute l'organisation en fait, pour cette invitation qui va me permettre un peu de vous donner un retour d'expérience de ce qui se fait dans notre monde de la mutualité. Mais vous verrez que c'est un monde qui est relativement large puisqu'on couvre différents domaines en termes de métiers. Alors, quels sont les quelques éléments que je souhaitais partager un petit peu avec vous? Donc, plus que on va dire que des convictions, que des affirmations, je voulais plutôt orienter cette discussion autour de réflexions, puisque nous-mêmes nous posons des questions sur la démarche d'un grand programme transverse, on le verra, qui implique non pas une seule entreprise, mais plusieurs entités. Et en fait, ça amène à des questions sur les choix de la méthode agile. Au départ, c'est complètement évident, surtout dans un milieu qui est changeant. Petit à petit, effectivement, on voit qu'il y a besoin peut-être d'adapter un petit peu les convictions que l'on pouvait avoir au départ. Donc voilà, je voulais le partager un petit peu avec vous. Et de partager un petit peu avec vous également, finalement, notre contexte, qui est un milieu très hétérogène. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, dans les différents métiers que l'on peut avoir. Et l'impact finalement d'éléments très exogènes sur le programme et notamment sur la méthode agile que nous avons choisie. Nous avons, dans le cadre en fait, de la constitution de notre groupe, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais qui est relativement jeune, en fait, on a des niveaux de culture entre différentes entités qui sont complètement différents. En termes d'agilité, en termes d'ouverture de systèmes d'information, en termes d'équipement, en termes de moyens. Et donc ça devient un sujet qui, au fil du temps, quand on passe à l'échelle, ça devient quelque chose qui impacte fortement, en fait, comme j'y reviendrai un petit peu plus tard, finalement le temps court. Pendant ce temps-là, le monde continue à vivre, donc on continue à avoir des demandes, des besoins métiers qu'il faut satisfaire. Et donc comment prioriser en fait ces sujets de temps long, par exemple l'acculturation qui peut prendre du temps, par rapport à des sujets de temps court. On doit délivrer dans un sprint rapidement, prioriser les sujets. Assez classiquement, parce que vous le rencontrez un petit peu dans votre quotidien aussi, vous avez les quick wins, vous avez les premiers succès, vous les partagez. Mais dans le cadre d'un groupe, avec un sujet transverse, pose vite, au bout d'un moment, la capacité à passer à l'échelle. Donc passer à l'échelle à l'état d'un groupe, de mon expérience, en fait, on ne l'avait pas encore fait. On le peut faire dans une entreprise. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu où on en est, quelles sont un peu les problématiques que l'on rencontre et comment, à l'aide de la méthode agile, on apporte des solutions pour construire notre roadmap sur plusieurs années. Il arrive une question également, en tout cas je me la pose, est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps adapter la méthode par rapport à un contexte qui peut être un petit peu changeant, troublant? Donc voilà, je poserai quelques questions, ce ne sont pas des affirmations, mais j'aimerais les partager avec vous. Et puis je terminerai un petit peu avec un mot sur la valeur produit, qui me semble être un complément assez essentiel de l'agilité et qui apporte une réponse aussi à certaines des questions en fait, que je souhaitais partager avec vous.
Bon, d'abord, je vais un petit peu présenter qui est le groupe Vive. En fait, c'est un groupe récent. Vous connaissez peut-être pas la marque. Bon, il y a quelques campagnes de télé qui passent en ce moment. Vous connaissez certainement mieux certaines des marques qui composent ce groupe. Des marques qui sont beaucoup plus anciennes, hein, qui ont 50 ans, 60 ans, hein, comme Harmonie Mutuelle, MGN, la mutuelle de l'éducation nationale. Harmonie Mutuelle ou MGN, c'est à peu près 8 millions d'adhérents. Et puis si vous sommez l'ensemble des mutuelles, il y a plusieurs dizaines de mutuelles, des centres de santé. Donc nous avons un pilier sur également les services assistance, soins, accompagnement, donc c'est pour la santé. L'habitat et le logement social, c'est plus récent. Mais vous voyez qu'on a un panel de métiers qui est relativement large. Et vous verrez en quoi ça peut influencer finalement notre vision de développer des parcours de vie. Puisque ça fait partie du sujet effectivement qui est derrière toute cette transformation digitale et comment on peut l'intégrer. Mais grosso modo, retenez que nous avons un Français sur 6 qui a un produit du groupe Vive, puisqu'on a un peu plus de 10 millions d'adhérents au total. Donc tout de suite, quand je vous parle de l'échelle, tout à l'heure, de passer à l'échelle, assez rapidement, on nous pose des questions, en tout cas le management nous pose des questions de est-ce que ça passe à l'échelle à plusieurs millions de personnes? Et ensuite, c'est pas le sujet complètement du jour, mais pour replacer le contexte, le groupe Vive, c'est pour proposer des parcours de vie, donc dans tous ces domaines, hein, ça peut être, donc on est plutôt présent dans l'assurance santé au départ, c'est notre métier, notre ADN à la base, mais effectivement, on nous force à nous diversifier, hein, c'est le marché qui nous pousse à le faire. Donc ça nous force aussi à être agile et à proposer des solutions innovantes en termes, par exemple, d'épargne-vie. Ça peut être aussi de l'accompagnement en préhospitalisation, ça peut être également des solutions d'hébergement adaptées, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus large que simplement rembourser des soins de santé. Notre métier, il est vu d'une manière un petit peu plus globale et l'ensemble des réglementations plus l'arrivée de nouveaux acteurs nous force à nous questionner et un petit peu à revoir à la fois nos process, nos méthodes. Et donc c'est pour ça que j'échange effectivement quelques retours d'expérience avec vous. Alors le programme Petra. Alors, j'avais choisi une image à l'époque, hein, c'est un programme qui a démarré il y a 3 ans, donc Petra pour la référence effectivement à l'architecture solide, gravée dans la pierre, qui permet de bâtir sur de longs siècles et de longues années. On est parti de zéro, parce qu'en fait le groupe Vive, il n'existe que depuis 4 ans, contrairement à ces marques, donc, et il est vite apparu que une plateforme d'interopérabilité digitale permettrait de développer de nouveaux parcours, hein, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour de nouveaux modèles économiques, développer de nouveaux métiers, de nouvelles opportunités avec des partenaires. Donc assez rapidement, tout ce qui est digital nous a paru être un accélérateur sur ce domaine. Ça, c'est le pilier technologique. Donc, d'un point de vue pratique, nous avons une société de téléconsultation, Medocteur, hein, qui est dans le groupe Vive, et on s'est servi en fait comme facilitateur de déployer pour 10 millions de personnes la téléconsultation, avec une accélération très très forte pendant la crise du Covid que vous connaissez, puisqu'il y a d'autres acteurs également, hein, comme Doctolib par exemple, qui ont effectivement été poussés par cette crise. Et nous aussi, donc on est passé rapidement de quelques centaines de milliers d'utilisateurs sur une plateforme toute jeune qu'on venait de construire, qui avait 1 an ou 2, à plusieurs millions d'utilisateurs sur une seule application. Donc il a fallu être agile, mais en même temps on n'avait pas complètement intégré des méthodes agiles dès le départ. Donc assez rapidement on se fait rattraper par finalement la complexité de la réalité. Et puis finalement on s'adapte, mais on le fait assez bien, on peut s'adapter en cours de route. Mais ça c'est la genèse un petit peu, et pourquoi ce programme maintenant il devient plus important au sein du groupe, c'est-à-dire qu'on n'était pas complètement industriel au départ,
On n'avait pas vraiment de méthode agile au sens strict. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire sur le sujet. Mais néanmoins, déjà, dans l'esprit, on était agile. Donc déjà, pour moi, l'agilité, c'est déjà, au moins quand on arrive dans une nouvelle société qui n'a pas l'habitude de travailler comme ça, c'est déjà d'avoir l'état d'esprit avant même d'avoir la méthode. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a abordé et qui a plutôt bien marché et qui a démontré que pendant la crise, on savait répondre à des besoins qui dépassaient largement notre entreprise. Donc maintenant, la volonté, c'est un peu de généraliser ces parcours, de proposer des bouquets de services et de le faire de manière régulière, itérative. Donc accompagnement des aidants, donc ça c'est un sujet qui, dans notre milieu, est assez présent. Je pense que dans votre vie personnelle aussi, vous avez tous été par rapport à vos proches quelque part aidants, ils ne sont pas souvent bien accompagnés. Donc voilà, on travaille également sur ce type de sujet pour proposer des accompagnements et des offres. Donc vous voyez, on n'est plus dans le médical, on est vraiment dans l'accompagnement. Et typiquement, on touche d'autres personnes que celles qui sont des patients. Et je vous parlerai en termes, pour illustrer, sur certains, au moins un cas d'usage, pour montrer un peu la complexité de comment on peut croiser des sujets et qu'il va falloir faire preuve vraiment d'agilité. Mais c'est l'agilité, en fait, cet état d'esprit qui nous a permis de nous ouvrir finalement de notre secteur qui était de l'assurance santé, un peu vieille dame, on va le dire, vers un projet Smart City où on a injecté de la santé finalement et de l'e-santé plus exactement dans un projet Smart City, un appel d'offres que nous avons gagné avec un groupement, avec Engie, Suez, La Poste. Donc là, je pense qu'en termes d'agilité, c'est important de mettre aussi cette dose finalement d'open innovation où finalement l'état d'esprit plus la démarche de plateforme plus la méthode agile nous ont permis de nous attaquer finalement à un marché où je pense que pas grand monde y avait été préparé. On a osé parce que finalement travailler avec Engie qui est un peu le spécialiste de l'énergie, des projets Smart City, s'associer à Vif, c'est pas quelque chose de si évident que ça au départ, sur le papier. En tout cas, on a osé. Et je vous montrerai un petit peu en quoi aussi l'agilité nous permet finalement d'oser, parce qu'en fait, pour gagner un appel d'offres, il faut oser, et permet également de répondre aux besoins récurrents qui peuvent se poser, mais qui sont complètement nouveaux pour nous. Donc, je reviens un peu sur la genèse, mais on ne s'est pas trop posé de questions au départ sur quel type de méthode il faut par rapport à tout ce que je vous expliquais, les enjeux qui sont derrière. C'était un petit peu osé quand même, parce qu'on s'est dit assez rapidement il faut qu'on développe des, comme vous l'avez vu, hein, des services pour plusieurs millions de personnes, donc il y a des enjeux. Est-ce qu'on prend une méthode classique, éprouvée, est-ce qu'on fait de l'agile? Mais assez rapidement, du fait de notre contexte, les cas d'usage dont je vous ai parlé, ils ne sont pas écrits depuis plusieurs années, en fait. Ils sont très changeants, et le groupe est en cours de construction, et donc en fait, les besoins changent tout le temps. Donc vous connaissez cette problématique. Bien sûr qu'on a toujours les mêmes contraintes, mais comme pour tout le monde, d'intégrer rapidement de nouveaux cas d'usage. Donc ça, on va dire, c'est classique. Maintenant, en cours de route, puisqu'on a un recul de près de 3 ans, et puis on est en train de préparer une roadmap pour les 5-6 prochaines années, on commence à nous poser des questions, mais c'est quoi la valeur dans le temps là? C'est bien, on a développé la téléconsultation, on déploie de nouveaux services, est-ce que ça dégage de la valeur? Est-ce qu'on ne surinvestit pas sur certains domaines par rapport à d'autres? C'est quoi la valeur métier que l'on délivre? Donc, c'est ces questions qui apparaissent. Et donc, dès le départ, on s'est dit, de toute façon, l'agilité, ça pourrait nous aider à quand même répondre à ces problématiques. Bien sûr que dans notre démarche, on voulait accompagner les transformations à la fois métiers et technologiques, puisqu'on est dans un programme de plateformisation, donc on a plusieurs piliers. Donc c'est le développement finalement, un peu comme les plateformes à la Uber, vous les connaissez tous, hein, donc vous l'utilisez tous les jours, mais c'est de mettre en relation finalement l'offre et la demande. Ça peut être du B2B, du B2C, peu importe, mais en tout cas il y a toujours un fondement technologique où on casse un peu les intermédiaires,
Et puis on accompagne effectivement les transformations métiers où tout est rapide, où on essaye de faire en one click. Et c'est comme ça que ces plateformes s'imposent par rapport aussi à des grands groupes. Donc on s'inspire un petit peu de ces modèles-là pour le faire. Nous avons pensé dès le départ, connaissant un peu d'où on partait, on vous a expliqué différents niveaux de culture. Il y a déjà Harmonie Mutuelle qui fait des projets déjà en Scrum déjà depuis plusieurs années. Là, on est en train de préparer du Scrum de Scrum. Et il y a d'autres entités qui n'en ont jamais vu, jamais fait. Et il faut faire travailler tout le monde ensemble. Pas simple au départ. Mais on a pensé qu'il fallait oser de toute façon et que finalement, acculturer autour d'une méthode safe, puisque c'est un peu le modèle qu'on a poussé, c'était une bonne chose pour lancer le train et faire monter petit à petit effectivement différentes entités. Donc voilà, la problématique, c'est que ce ne sont pas des équipes, ce sont des entités qu'il faut embarquer. Donc là, on est dans une échelle un petit peu différente. Et ça, j'y reviendrai sur les nouveaux modèles économiques, en fait, l'ouverture avec des partenaires. Donc je reviendrai sur le cas Smart City d'Angers. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui nous a fait choisir en fait ce type de méthode. Mais après, je reviendrai un petit peu sur quelque part, sans choquer personne, un petit bémol, c'est que en fait, la méthode, c'est pas une fin en soi. Donc vous voyez, on a vraiment des raisons de business, de pérennité, de développer de nouveaux produits. La méthode, pour nous, c'est un accélérateur, mais ce n'est pas une fin en soi. Après, je viendrai compléter par rapport à ce que je viens de dire un petit peu plus tard. Donc s'introduit cette partie-là avant tout, on a besoin d'industrialiser. Donc nous avons fait des POC, des POV, des MVP, quelques applications qui marchent bien, des gros volumes, comme la téléconsultation. Maintenant, il y a une ambition. Donc en fait, ce programme est rentré dans finalement le plan stratégique du groupe. Et il y a de nouvelles demandes et de nouvelles exigences qui ont été formulées, non pas uniquement par la direction métier, mais également par la direction générale. Monter à l'échelle, partout, plus vite, avec assurance pour que ça puisse être partagé dans différentes entités. C'est une philosophie un petit peu différente de ce qu'il y avait au départ, où on était plutôt dans un cercle petit. Et là, en fait, on est en train d'élargir finalement significativement le périmètre. Et donc, ça le complexifie. Et après, je vais refaire le lien avec les acteurs qui peuvent intervenir dans ces méthodes. En revanche, la vision ne change pas. Notre vision sur la plateformisation, le digital, elle est toujours sur la simplification de l'UX. Il n'y a pas de débat. Peu importe qui l'utilise, peu importe les bouquets de services qu'on peut poser, on est convaincu que sans cela, on ne peut pas développer de la valeur produit pour l'utilisateur. Il faut masquer toute la complexité de l'organisation interne et arrêter de la reporter systématiquement sur les parcours utilisateurs. Par exemple, de multiples marques, on se réauthentifie plusieurs fois, je veux dire, on perd tout le monde. Bon, moi-même, j'abandonne au bout de 2 clics. Vous voyez. Donc, on est un peu tous comme ça. Il faut du bon service, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit sécurisé. Donc, faire simple, en fait, c'est assez compliqué. Parce que pour le rendre simple, il y a beaucoup de boulot derrière. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les méthodes agiles, on peut développer assez facilement des apps, en quelques semaines, pas de souci, tout le monde le fait. Et après, quand on passe à l'échelle, on s'aperçoit que tiens, au niveau du cloud, très bien, pendant un certain temps, on nous laissait tranquille, on achetait quelques services chez AWS, tout allait bien, on faisait nos développements, en quelques semaines, on fait nos sprints et c'est délivré. Très bien. Mais quand vous passez à l'échelle, au niveau de plusieurs entités, vous rentrez dans d'autres considérations de vous allez plutôt utiliser quand même des infrastructures internes, vous allez rentrer dans un schéma directeur, et là, on est un peu moins autonome. Donc, les infrastructures que je pouvais commander en one-click chez AWS ou peu importe son concurrent, il y a d'autres contraintes qu'il faut prendre en compte. Et donc, en fait, on se rend compte assez rapidement, à l'échelle, que si les systèmes dans un groupe ne sont pas apaisés, si la gestion des identités pour 10 millions de personnes elle n'est pas bien gérée, vos parcours sans couture, vos infrastructures à la demande qui vont au même rythme que les développements en mode agile,
ça se complexifie. Et puis après, il vient se rajouter de comment prendre en compte et vous le vivez également, hein, si vous lisez la presse, hein, il y a des développements en fait qui font un peu l'impasse sur la sécurité, donc sur la confiance. Et donc en fait, il faut qu'on arrive à intégrer l'ensemble de ces éléments, pas uniquement la vélocité, mais également tout un écosystème qui font que ce que vous développez ici, une plateforme, mais ça peut s'appliquer, je pense, à n'importe quel élément, finalement arrive à donner confiance, à être simple. Et bien sûr que derrière, vous avez la méthode pour délivrer rapidement des releases. Donc assez rapidement aussi, on s'aperçoit que on a pu cibler par exemple une population qui peut être l'utilisateur final, qui peut être à la fois chez nous des producteurs de services, vous avez vu différents métiers, des distributeurs comme les mutuelles, c'est eux qui poussent les produits, qui vous les vendent. Puis après, il y a des product owners, et puis maintenant, il y a des partenaires, parce qu'en fait, on ne fait pas tous les métiers, donc et puis on reverra dans le projet Smart City que c'est en plus des partenaires qui ne sont même pas dans notre domaine. Donc il faut vraiment arriver à embrasser tout ça, de mettre en place des catalogues de services et des niveaux de services, ça c'est le niveau industriel, auquel cas ça ne marche pas, pour le passage à l'échelle. Donc, le passage à l'échelle, c'est en fait de dire que toutes ces applications en fait, qu'on a pu développer en mode agile, donc de manière assez rapide, en fait, assez rapidement, ce qui était partagé dans une team, et on verra tout à l'heure un petit peu avec notamment les PI planning, grosso modo, vous devez injecter tout ce qui est stratégie d'entreprise. Et donc là, vous avez à la fois du temps long et du temps court qui viennent un petit peu se percuter. Donc c'est un peu ce que j'illustre ici, c'est qu'en fait, vous avez la team Agile, très bien, donc ça elle continue à vivre, mais assez rapidement, ce qui nous a semblé être important, et franchement, que personnellement j'ai sous-estimé, que nous avons sous-estimé, c'est le rôle un peu de ces ponts avec la stratégie d'entreprise, et notamment le rôle des architectes. Clairement, on a un petit peu sous-dimensionné en fait, cette liaison pour pouvoir faire une meilleure interface avec le pilotage de la stratégie d'entreprise. Vous avez bien sûr, on a parlé de la sécurité, on a parlé du réglementaire avec les DPO. Et donc en fait, les architectes sont garants des bonnes pratiques, grosso modo. Donc en fait, un peu notre premier retour d'expérience, et on a mis beaucoup de force un peu dans les équipes agiles. Mais assez rapidement, on voit qu'il faut vraiment avoir le pendant et un équilibre avec les architectes qui sont un peu garants finalement du suivi du plan de transformation stratégique dans lequel s'inscrit le programme. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent ici sur le fait que ces rôles sont au moins aussi importants que la core team. Donc là, je mets juste deux cérémonies, mais vous les connaissez, s'il faut en sortir deux parmi, donc c'est pas celle qui anime le quotidien, mais on est plutôt sur le PI planning. Donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est que finalement les cérémonies de PI planning, on les a un petit peu adaptées à notre contexte. Donc nous ne sommes pas des puristes, et je pense que ça fait partie une des conclusions, c'est-à-dire que grosso modo, c'est adapter un petit peu la méthode par rapport à notre contexte. Si on fait un PI planning dans les règles de l'art, en fait, ça prend pas, parce qu'il y a différents niveaux de culture, donc on en profite pour acculturer. Ce qui n'est pas tout à fait non plus classique, mais qui marche plutôt bien avec les interviews des sponsors, les témoignages, et tout ça pour embarquer finalement différentes entités à raccrocher le train, aller au même rythme, s'informer. Donc en fait, on utilise un petit peu différents moyens de communication. Donc, pour nous, ça fait partie vraiment des éléments parmi les plus importants. Et donc bien sûr, l'inspect and adapt, donc ça fait partie de l'amélioration continue. Et dans un contexte changeant, je trouve que ça fait partie vraiment des éléments qui nous permettent de mieux cibler les solutions et notamment des changements qui peuvent intervenir. Donc voilà, c'était juste pour illustrer le fait que il y a deux cérémonies importantes qui nous permettent de passer à l'échelle et justement gérer cette différence culturelle. Où certains sont, il faut partir du fait que il y a des personnes qui ne connaissent pas ces termes, qui ne connaissent pas les méthodes, et qu'il y en a d'autres qui le connaissent bien. Et tous ces gens-là, il faut les faire travailler ensemble. Donc c'est pas évident quand effectivement on n'a pas le même rythme. Donc ici, je voulais juste illustrer par rapport à
Donc au projet Smart City, là vous avez vu quelques difficultés quand on a des équipes finalement agiles qui vont pas au même rythme, d'autres qui ne sont pas du tout en agile, mais qui doivent y contribuer quand même. Et bien ici, c'est une complexité supplémentaire sur le projet Smart City. Le projet Smart City, il faut travailler avec Engie, Suez, La Poste, déjà des métiers différents. Et en fait, on voit que ici, les petits réseaux, c'est qu'en fait, c'est des thématiques où, bien sûr, vous avez de l'interopérabilité, mais en fait, surtout, vous avez de l'intelligence qui est placée de partout. Donc, il faut faire travailler toutes ces équipes, certaines en agile, certaines, c'est des sujets très, très technico-techniques, d'autres, on est dans le pur digital. Et donc, il y a toute une animation qui doit être trouvée. Mais on va dire que pour moi, c'est la complexité au-dessus de ce que déjà on vit avec différentes entités, et en plus, avec des partenaires externes. Donc, mais de toute façon, c'est de plus en plus ces modèles-là autour des plateformes qui vont se développer. On travaille avec des personnes, on les découvre. C'est déjà des grosses entreprises, c'est pas des startups, mais il peut y avoir des startups aussi, donc on peut avoir toutes les tailles, toutes les cultures. Et donc voilà, je suis convaincu qu'avec les méthodes agiles et effectivement tous les effets de cérémonie, c'est ça qui peut permettre aussi de mieux travailler avec des partenaires à qui on ne peut pas imposer une stratégie, hein. C'est chacun à la sienne. Donc je vous avais dit aussi en introduction que voilà, au fil du temps, ce qui est apparu après les premiers succès, première montée à l'échelle, mais en fait ce qui est apparu rapidement, c'est maintenant pour aller plus loin, c'est pas simplement faire du comptage de combien on a fait de livraison, combien de sprints, ainsi de suite. Assez rapidement, tous les cas d'usage, en fait, on nous demande de plus en plus de mesurer la valeur. C'est une très très bonne chose. Voilà, mais c'est un exercice parfois qui est un petit peu différent, qui n'est pas toujours fait par les PO. Ça va dépendre, pareil, ça va dépendre. Certains le font, d'autres ne le font pas. Et parfois, je veux dire, ça met en difficulté la défense de certains cas d'usage qu'on peut ou de modules de la plateforme. Mais en tout cas, nous, on l'injecte vraiment en combinaison de l'agile pour qu'on puisse prioriser plus facilement. Et effectivement, il y a certains cas d'usage qu'on ne sélectionne pas si on n'a pas de valeur prévue derrière. Donc, on a commencé à le faire. On a une pression de la direction générale pour le faire. Je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu vous avez vu, il y a plusieurs, quand on est un grand groupe, en fait, il y a plusieurs initiatives. Donc, en fait, derrière un peu cette gouvernance et cette notion de valeur et de priorisation, l'idée, c'est aussi qu'on ne fasse pas de l'agile juste pour faire de l'agile. Vous avez 10-15 équipes qui partent sans se concerter, qui font parfois un peu les mêmes sujets, surtout quand on parle de plateforme digitale, sans se poser la question de qu'est-ce que je peux réutiliser de l'équipe d'à côté. Donc, on a ce type de problématique maintenant quand on passe à l'échelle de comment on capitalise, comment on partage la connaissance, et comment finalement il y a des trains qui arrivent à finalement communiquer ensemble. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc en fait, on met en place en fait des design authority ou effectivement des comités qui permettent de faire mieux converger, mais on a encore cette problématique de travailler un peu trop en parallèle. C'est très bien, on peut faire de l'agile, mais on ne capitalise pas toujours. Donc finalement, la valeur, elle est où? C'est dans la vélocité de chacune des équipes, ou c'est le fait de capitaliser sur l'ensemble des équipes, créer un centre de compétences qui permet d'alimenter des programmes qui seraient gérés un petit peu différemment. Donc, ça fait partie des réflexions. Et donc assez rapidement, on voit que tout ce qui est organisation, RH, process, au niveau entreprise, en fait, ça devient vite important pour passer à l'échelle. Question qu'on ne se posait pas au début, hein. On avançait tout seul comme les autres, ils avançaient en parallèle avec nous. En mot de la fin, en fait, je pense qu'il reste quelques minutes, voilà, je voulais résumer un petit peu la pensée derrière, après avoir partagé quelques réflexions avec vous, mais moi ce que je dirais qui est important, c'est d'abord d'être pragmatique, et en fait, j'ai pas de limite dans la... moi au départ, je viens, par rapport à mon âge, je viens d'un monde où, voilà, waterfall, je veux dire, on en a fait, toujours dans des projets de transformation qui ont délivré. Quand on passe à l'échelle dans les entreprises, sans le dire, il y a des moments où je vais chercher un peu des recettes de cuisine dans d'anciennes méthodes. Et ça aide bien. Parce que quand on parle de stratégie d'entreprise, les grands comités de direction, ils fonctionnent comme ça.
Donc pour faire la passerelle entre finalement le temps court des sprints, des programmes incrémentes et finalement le temps long de c'est quoi la stratégie d'entreprise, le schéma directeur qui est sur 3 ans et ainsi de suite, c'est bien d'avoir les passerelles. Donc de puiser dans des méthodes hybrides. En fait, je suis convaincu que c'est comme ça qu'on peut jouer. Et c'est pas toujours simple, mais c'est une des réponses. Bon, c'est un peu la même chose, hein, c'est adapter les méthodes à un contexte. Hein, je veux dire, on l'a fait naturellement. Nous ne sommes pas des spécialistes des méthodes agiles, mais ce qu'on veut, c'est garder l'esprit. Donc c'est l'état d'esprit et de pouvoir puiser ce qu'il y a de meilleur à l'instant T par rapport à une situation. Enfin, je vous rappelle qu'il y a des gens, méthode agile, ils en ont entendu parler, mais ils l'ont jamais fait. Donc c'est parfois un petit peu compliqué pour les amener à travailler. Ils ont envie, hein, ils ont tous envie, hein, tout le monde a envie. C'est pas ça le problème, c'est que des fois il n'y a pas la matière pour démarrer. Et c'est comme ça qu'il faut un petit peu jongler. Donc prioriser. Quand on monte à l'échelle assez rapidement, on se dit c'est quoi la taille de l'équipe derrière, hein, pas d'effet de déception, d'effet tunnel, ou sinon on retombe dans les travers de l'anti-agile, bien sûr. Ça peut arriver aussi en agile, si on ne se dimensionne pas bien, et si on ne priorise pas bien, et de plus en plus qu'on travaille, finalement c'est la valeur des cas d'usage. Quitte à en éliminer certains, il y a à dire non, clairement, mais à l'expliquer au moins. On commence à établir des modèles économiques, hein, je voulais parler d'Angers. Typiquement un modèle économique sur une plateforme pour défendre aussi toute la méthode agile qu'il y a derrière et délivrer des releases régulièrement. Il faut un modèle sur plusieurs années. Donc toujours cette histoire de temps long et de temps court. Et il faut toujours jongler un petit peu avec, ou sinon on se fait rattraper par la patrouille. À la fin de l'année, c'est OK, vous avez fait 3 incréments, très bien, vous avez délivré quoi comme valeur et pourquoi vous demandez le budget pour les 2 prochaines années à ce montant-là. Donc si on ne fait pas ce travail de projection sur plusieurs années, à l'échelle, ça devient compliqué pour la team. Donc il faut bien s'insérer dans un schéma directeur pluriannuel, y avoir des modèles économiques, donc modèle économique externe par rapport à Angers, hein, on peut facturer et faire de la marge. C'est un modèle plus équilibré de répartition de la richesse quand on fait des modèles producteurs-distributeurs dans le groupe Vive. Donc chacun a sa part entre l'apporteur d'affaires, le producteur, le distributeur. Tout le monde doit y retrouver son compte. Et à ce moment-là, c'est plus facile pour aligner tout le monde. J'en ai un petit peu parlé, hein, mais passer à l'échelle, si les équipes agiles en fait travaillent, mais sans qu'on s'organise autour de centres de compétences, et de notions de produits derrière, parce que c'est ça qu'il y a également derrière. Donc on peut développer des applis d'ordre technologique, mais là je pense plutôt de valeur métier, avec tout le support qu'il peut y avoir. Hein. Nous on a des produits sur finance et risque, lutte contre le blanchiment d'argent. Vous voyez, on sort quand même beaucoup du domaine quand même pur e-santé. Chaque produit il doit être bien documenté, c'est un peu le parent pauvre hein, quand même, il doit être sécurisé. Donc ne pas oublier tous ces éléments dont j'ai parlé un peu, finalement, modèle économique, sécurité, on n'en parle pas assez, mais on se fait vite rattraper par la patrouille. Vous lisez tous les jours dans la presse également des éléments sur la sécurité et les fuites de données. Donc c'est quelque chose qui peut tuer une plateforme, hein, typiquement. Donc ne pas l'oublier dans la méthode, d'insérer un peu tous ces éléments pour pouvoir pérenniser dans le temps les premiers succès. La première étape n'est pas la plus difficile en fait. En tout cas de ce qu'on a pu observer. Ce qui a été sous-estimé, c'est finalement aussi, pour le mot de la fin, c'est la communication. Au départ, j'avais un rôle qui était un peu à la fois... On est parti avec une équipe 5-10 personnes. Voilà, mode start-up dans une grande entreprise qui est elle-même dans un grand groupe. Mais c'est pas beaucoup, mais on s'en sortait, je veux dire, avec un rôle multicasquette, un peu product owner, un peu product manager de la plateforme, chef de projet, et puis on jongle mode startup, voilà. Et le temps de communiquer, c'était un peu quand on avait le temps aussi, donc on l'a fait. Et assez rapidement, on s'aperçoit que si on ne communique pas assez, alors que même on peut avancer, il n'y a pas de problème, hein, on peut délivrer en méthode agile. Mais quand vous êtes un groupe avec 50 000 personnes, il n'y a pas tout le monde qui comprend pourquoi vous avancez aussi vite, pourquoi vous faites tel cas d'usage. Et il peut y avoir de l'incompréhension, même si vous avez le sentiment de bien avancer, de bien vous noter, d'avoir 10 sur 10
aux évaluations par la team. Mais en fait, c'est juste qu'il faut se replacer dans le contexte aussi des autres, hein, qui ont pu décrocher le train. Et donc, en fait, à un moment donné, je me suis fait un peu happer en me disant, tiens, je passe un tiers de mon temps à communiquer, en plus de programme manager et product manager. Et en fait, je me suis dit, mais de toute façon, si on ne le fait pas, à un moment donné, on est stoppé. Et donc, voilà, c'est un investissement qu'il faut vraiment prendre en compte régulièrement, d'où l'importance en fait des cérémonies un petit peu larges, où on en profite pour acculturer, communiquer. Et en fait, clairement, c'est communiquer en continu parce qu'il y a toujours des nouveaux acteurs qui rentrent, qui ne sont pas au courant du programme, et des changements dans les entités. Donc, ça nous fait finalement refaire le film systématiquement. Et en tout cas, voilà, je voulais marquer un petit peu aussi l'accent sur cette partie communication. Donc, peut-être j'ai insisté un peu sur les parents pauvres, en fait, et non pas sur ce que vous connaissez en particulier qui marche bien, en fait. Hein, mais je voulais juste vous montrer déjà un petit peu les éléments contextuels, un petit peu exogènes, qui nous semblent être vraiment importants pour garantir le succès sur la durée. Merci. On peut applaudir notre speaker. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour vos questions. Je vois qu'il n'y en a pas pour le moment en distanciel. N'hésitez pas à les marquer. Je représenterai votre voix. Mais nous en avons déjà en présentiel. J'arrive. Merci. J'espère que je ne vais pas poser une question idiote, mais je me lance quand même. Pour bien comprendre votre programme de plateformisation, parce que vous l'appelez comme ça, c'était lié donc pour plateformiser des services pour vos 9 entités appartenant à Vive, enfin, quel était en fait le périmètre exact? Oui, le périmètre. Donc, effectivement, la structure du groupe Vive, elle est en plusieurs cercles. Donc, effectivement, il y a une structure faîtière. C'est un petit peu compliqué dans le monde des mutuelles, c'est une UMG, mais considérez que c'est une holding. Donc, en fait, les 9 entités, alors maintenant c'est même 13, en fait, sont le premier cercle qui contribue effectivement au financement de cette UMG. Mais l'ambition autour du programme, elle est beaucoup plus large, puisqu'en fait, il y a des centres de santé derrière, il y a plusieurs dizaines d'autres mutuelles, parce que c'est un peu les poupées russes, hein, quand on les ouvre, il y en a encore d'autres entités beaucoup plus petites, et donc on peut avoir à peu près plus de 50 mutuelles, tout le groupe Vive 3, en fait, avec des centres de santé, donc de l'audio, de l'optique, du dentaire, des cliniques, plus maintenant le logement social, donc avec plusieurs dizaines d'entités qui apportent du logement social. Donc finalement, c'est beaucoup plus large que les 9, avec une ambition vraiment de faire des parcours de vie sur l'ensemble de notre portefeuille. Et par exemple, vous pourriez prendre un exemple de parcours de vie et comment vous avez fait pour aligner tout le monde, du coup, puisque ça me semble intéressant. Alors, parcours de vie, par exemple, effectivement, c'est un petit peu large. Donc, nous, on a l'ambition, en fait, on a tous les métiers. Donc, de la maternité jusqu'à... On peut gérer les obsèques aussi, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais donc, vraiment, c'est un parcours de vie total. Donc, typiquement, dans des moments de vie, donc j'en ai cité un, hein, c'était les moments de vie aidant aider. Je n'ai pas précisé, mais effectivement, on a commencé à travailler sur toute la partie, finalement, retraite, par exemple. Mais vous avez l'exemple sur la maternité, donc vous avez des micro-parcours, en fait, sur lesquels on peut commencer à travailler. Et puis ensuite, il faut prendre en compte, c'est notre ambition, mais on n'y est pas encore, finalement, l'accompagnement tout au long de la vie, où ça peut être un moment de vie d'un déménagement, vous avez un enfant, c'est votre premier ou c'est votre troisième, c'est pas pareil sur le type d'accompagnement que vous pouvez avoir. À partir d'un certain âge, vous préparez votre retraite. Donc, et notre ambition, c'est de combiner un petit peu finalement des services tout au long de la vie. Ce qu'il faut retenir, c'est plutôt une diversification et pas uniquement un produit mutuel, assurance classique. Donc c'est vraiment pouvoir personnaliser les services. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une petite question. Comment vous avez fait pour mesurer la valeur alors que toute l'équipe ne sont pas agiles? Question difficile, oui. Je vais être honnête, on n'a pas mesuré la valeur partout. On la mesure là où on peut. Donc,
et on sait qu'on a des progrès à faire là-dessus. Donc les éléments, en fait, systématiquement, on commence même à travailler la valeur avant même de faire le projet sur c'est quoi le business plan en fait autour du parcours, parce que quand on développe un parcours, en fait, c'est un peu ça en fait nos cas d'usage. Donc ça peut être préhospitalisation, maternité, parcours en retraite par exemple, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Donc le premier élément, c'est déjà, mais c'est quoi le business plan au sens métier, hein, on vend combien de contrats, pour combien de personnes, à qui, voilà. Donc pour moi, c'est des indicateurs métiers d'abord, indépendamment du fait que la plateforme a quand même beaucoup d'éléments, je ne suis pas rentré dans le détail, mais technologiques. Mais c'est quand même ça, c'est parce que nous, derrière, ensuite, on va mettre un ratio entre, mais c'est quoi notre investissement que l'on fait? Donc on a la team, elle est grosse, elle est petite, on met combien de jours hommes, on a combien d'infrastructures derrière que l'on met pour les faire tourner, on met combien de moyens. Donc la valeur, elle est aussi proportionnelle. Et notre exercice, pour l'instant, il est plutôt d'investir proportionnellement par rapport aux ambitions en fait, métiers. Et mon ambition, c'est aussi de suivre que continuellement dans le temps, ça c'est ce qu'on avait prévu au départ, ne diverge pas. Mais on a beaucoup de choses, enfin, je vais être honnête, on a beaucoup de choses à faire sur le sujet. On a commencé, mais c'est complètement hétérogène. Donc il y a des cas d'usage où on a les informations et un certain nombre où on n'a rien. Et donc là, on revient vers les métiers, on demande les business plans, on commence à les acculturer sur le fait qu'il faut des KPI, il faut mesurer. Merci. Il nous reste du temps pour 2-3 questions. Je vois qu'il y avait une question. Alors, pardon, je les prends dans l'ordre. Je vais prendre madame. Merci. Bonjour. Bonjour. Je me présente à Logozo. Je suis accompagnée de Pete aujourd'hui. Je me présente parce qu'on fait partie du groupe MGN, donc vous verrez que ma question est plutôt globalement intéressée. Est-ce que vous avez défini vos chaînes de valeur au niveau Vive et donc par déclinaison les produits du groupe ? D'une part, et deuxièmement, est-ce que vous avez constitué au titre de cette prémisse d'agilité à l'échelle que vous souhaitez mettre en place, a priori à travers ce premier train, un centre d'excellence agile avec des coachs qui vous accompagnent? Alors, effectivement, c'est des éléments en réflexion, notamment le dernier point, le centre de compétences, et notamment avec les équipes MGN, puisque effectivement, il y a une grande partie de l'équipe vient d'MGN, hein, qui travaille sur la plateforme. Et maintenant, comme on a dit, il y a plusieurs sujets qui se développent avec des compétences à l'MGN, Harmonie, Mutuelle aussi. Je cite que les deux plus gros, hein, mais il y a aussi des initiatives dans d'autres. Et en fait, on en arrive maintenant à cette étape où on se dit, effectivement, on a commencé un petit peu à le faire sur certains sujets de gouvernance, et on se dit, il faut vraiment aller vers un centre de compétences. Je pense que d'abord, il faut commencer par des PO sur des produits, on va dire, type accélérateur technologique, hein, digitaux. Par exemple, les parcours où on fait de la signature électronique, du paiement en ligne, peut-être des devis comme ça, mais de manière relativement structurée si on a le même métier. On a tout intérêt quand même à faire des produits qui soient mutualisés et portés par un centre de compétences derrière, mutualisés, constitués de profils qui peuvent venir de différentes entités. Donc ça, c'est clair que c'est notre objectif. C'est quelque chose qui avance, mais qui a besoin encore de maturer dans le groupe. En tout cas, clairement, on en discute, effectivement, pour le futur. Et puis la première question, c'était sur... Est-ce que vous avez défini vos chaînes de valeur? La chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur, elle est toujours en voie de construction, mais pour nous, la chaîne de valeur, elle est liée au persona. Donc en fait, il y a une chaîne de valeur déjà pour les développeurs, parce qu'on est parti quand même d'une orientation assez technologique. Donc pour nous, c'est déjà accélérer pour toutes les entités, les développements, et de rendre service aux développeurs. Donc une très très bonne documentation, une notion de produit derrière. On fait des API derrière, grosso modo, mais il faut que ce soit bien packagé, bien documenté, prêt à l'emploi, testable. Quand on se pose la question on le met à l'échelle, effectivement, ça marche. Donc voilà un petit peu toutes les questions que l'on fait. Et puis après, dans la chaîne de valeur, effectivement, il y a une pyramide. Parce que là, je suis parti un petit peu de la base, en donnant quelques exemples réutilisables, mais pour tous les parcours, pour toutes les entités. Et puis après, il y a des produits spécifiques, par exemple la gestion des leads, où là, on est plus sur une chaîne de valeur un petit peu plus haute, plus business, où on améliore en fait la distribution.
Alors, il nous reste vraiment très peu de temps. Je vais essayer juste une question déjà qui a été posée, deux questions qui ont été posées très rapidement en distanciel. C'est comment avez-vous fait pour convaincre le top management pour adopter l'agilité? Et quels seraient les 3 plus gros freins rencontrés dans cette organisation? Voilà. Alors, pour la première question sur le top management, moi je vais vous dire, finalement, adopter l'agilité pour le top management, c'est pas ça le plus difficile. C'est plutôt la notion de valeur, de modèle économique qui est derrière, qui interpelle un petit peu plus, effectivement, et qui questionne un peu plus la direction générale. Donc voilà, bien présenté. Je pense que la méthode avec le slide où j'ai dit c'est assez naturel de dire que dans un contexte changeant, on va obtenir une méthode agile. Après, il faut constituer, comme on a dit, l'équipe. Donc mais le premier noyau de l'équipe, finalement, à l'échelle où on était, c'était pas si compliqué que ça. Maintenant, l'étape, c'est de dire on veut faire beaucoup plus gros, multi-entité, on parle de centre de compétences. Ben là, il y a des questions sur l'agilité et les moyens qu'on y met qui reviennent. Mais je pense que c'est normal, c'est la deuxième partie de la discussion, une fois qu'on a montré qu'on savait faire déjà des choses avec une équipe plus petite. Merci. Donc, et les 3 gros freins? Donc les 3 gros freins, donc je mettrai quand même la culture. On s'aperçoit que on n'est pas toujours compris. Donc quand on a, je l'ai souligné quand même, des différences culturelles qui sont énormes, on a des petits, on a des grands, il y en a qui ont les moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens, il y en a qui ont envie, qui n'ont pas envie. Et ben, quand on met tout le monde ensemble, ben, c'est pas évident de faire quelque chose à l'échelle. Donc je pense que la culture, c'est vraiment, donc c'est à la fois la culture d'entreprise, la culture de groupe, mais la culture de l'agilité derrière. Et avoir la capacité finalement à se transformer. Donc je pense que ça c'est un frein principal. Après, le deuxième, je pense, c'est organisationnel, c'est-à-dire que, grosso modo, construire un centre de compétences quand on est plusieurs entités autour de l'agilité, c'est compliqué, puisque c'est des structures juridiques différentes, avec différentes marques, mais il faut y aller aussi. Donc le troisième point, c'est finalement pas perdre de vue les objectifs principaux, être pragmatique, donc, et pouvoir se remettre en cause régulièrement et ne pas rester sur ces postures. Des fois, effectivement, on a des postures de marque qui peuvent revenir et il faut arriver à aller au-delà et finalement se replacer à la place de l'utilisateur final. Merci. Dernière question en présentiel. Très rapidement, mais vous en avez un petit peu parlé là, forcément dans un grand groupe comme vous êtes avec toutes vos entités, j'imagine qu'il y a des entités qui ont plus ou moins de pouvoir, qui veulent pas forcément s'aligner sur une agilité à l'échelle ou faire leur propre agilité dans leur coin. Comment est-ce que vous gérez ce genre de choses? Est-ce que c'est par autorité du groupe? Est-ce que vous avez d'autres solutions pour les amener à suivre le même chemin? Ouais. Donc oui, c'est un problème qui existe, mais comme dans tous les grands groupes, je pense. Hein, donc c'est pas, heureusement, on n'est pas tout seul dans cette situation. Comment ça se gère? Donc effectivement, c'est un problème qui n'apparaît pas tout de suite au début, mais qui apparaît effectivement après les premiers succès. Hein, donc, et ça peut freiner pour le passage à l'échelle. Et en fait, il y a des réflexions en cours. Hein, donc déjà toujours informer. Donc en fait, communication ascendante aussi. Donc on a des comités de direction générale, donc en fait qui sont régulièrement informés. Ça c'est le premier point, ça suffit pas. Le deuxième point, c'est, comme je l'ai dit, il faut faire des liens avec des schémas directeurs, des plans stratégiques. C'est justement là qu'on embarque, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment travaillé en amont aussi des schémas directeurs et montrer comment on s'insère dans ces schémas directeurs pour avoir l'adhésion des grands, des petits, et de qu'est-ce qu'on fait en commun et de qu'est-ce qu'on ne fait pas en commun. Et il est là le travail, donc finalement la Design Authority, on parlait, hein, donc on est dans un groupe, vous l'avez compris, décentralisé, donc c'est pas, il y a un chef, ça descend, ça s'exécute, c'est une gouvernance en fait décentralisée, et donc c'est une forme de coordination, d'animation qu'il faut faire, c'est plus compliqué. Et donc se mettre d'accord sur d'abord une Design Authority, des schémas directeurs, alors ça peut se faire de manière itérative, hein, aussi en mode agile, mais voilà, ma première réponse, ça serait de travailler ces éléments et ne pas les sous-estimer parce qu'après on a du stop and go.
Après, ce qui est problématique, c'est qu'on est en mode agile. Il y a des équipes qui disent, moi j'ai le sprint, et puis après, il y a une patrouille là, qui nous rattrape et qui dit, ben, là, ça ne colle pas par rapport au schéma directeur, ou c'est orthogonal par rapport à la vision d'une entité, et là, c'est stop. Et en mode agile, c'est très dérangeant. Donc voilà, bien travailler en amont cette partie autorité. Oui. Merci pour votre réponse. Je sais que certains d'entre vous ont encore des questions à poser. N'hésitez pas à aller voir directement notre speaker à la sortie, à la salle. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps, n'hésitez pas à laisser un petit feedback, un petit message via le QR code qui est affiché sur votre écran, que vous soyez en présentiel ou à distanciel. Merci Jean-Pierre, merci à tous. Merci. Et pour certains...